Merci d'être au rendez-vous d'économie, le MAC sur i24 News. Au programme aujourd'hui, le bras de fer se poursuit entre Athènes et ses bailleurs de fonds. Hier, Alexis Tsipras a annoncé le maintien du référendum sur les propositions des créanciers. Le maintien aussi de son appel à voter non. Joue-t-il un jeu dangereux pour son pays déjà en défaut de paiement vis-à-vis du FMI? Gros plan dans un instant. Et puis autre dossier brûlant, l'Iran, les grandes puissances et le nucléaire. Un accord historique est-il en train de se dessiner? Nous entendrons l'avis d'un expert, Alexandre Katev, et celui des Iraniens eux-mêmes. Jusqu'à quel point les sanctions font-elles pression sur leur quotidien? C'est tout l'enjeu des discussions à Vienne et ce sera tout à l'heure. Voilà pour le sommaire, soyez les bienvenus. On fait d'abord le tour du monde de l'actu éco, marqué entre autres par ce que certains présentent comme l'un des temps forts de la présidence Obama. L'annonce hier du rétablissement des relations diplomatiques entre Washington et Cuba. Les ambassades vont donc rouvrir 54 ans plus tard. Le rapprochement entre les deux pays se dessinait depuis 6 mois déjà. Le chef de la Maison-Blanche appelle désormais le Congrès à mettre fin à l'embargo contre la Havane. Une étape qui pourrait prendre du temps d'après cet expert. S'ils commencent à ouvrir leur économie, le Congrès américain sera davantage favorable à au moins assouplir l'embargo. Il n'y aura pas de levée de l'embargo d'un jour à l'autre, mais il peut y avoir des projets de loi visant à réduire et démanteler certaines restrictions. Autre volet des relations entre Washington et l'Amérique latine, la suite de la visite de Dilma Rousseff aux États-Unis. On l'a dit, Brasilia en difficulté économique veut profiter du rebond américain. Alors tournée marathon, New York, les investisseurs, la Maison-Blanche et hier la présidente brésilienne, vous le voyez, s'est rendue en Californie dans la Silicon Valley. Rencontre notamment avec Larry Page, le directeur général de Google, au siège du groupe. L'occasion de tester notamment la Google Car. Je reviens tout juste du futur. C'est fantastique. Vous avez l'impression que cela va être dangereux, mais en fait non. C'est comme si vous aviez un conducteur qui respecte les feux, les autres voitures, les cyclistes, les piétons. Allez, en France, la Chine au cœur des attentions. Li Keqiang était aujourd'hui à Toulouse. Dernière étape pour le Premier ministre chinois d'une visite officielle de 3 jours et déjà riche en accords signés, Airbus, Engie ou Alstom. Et hier, Li Keqiang a visité à Paris le siège de l'OCDE, vous le voyez, organisation qui regroupe une trentaine de pays dits développés et dont Pékin ne fait pas partie, même si les liens se renforcent. Le Premier ministre a affiché l'ambition de son pays, passer du statut d'émergent à celui de mi-développé d'ici le milieu du siècle. La Chine reste le plus grand pays en développement du monde. En termes de PIB global, il est vrai que nous sommes deuxième. Mais notre PIB par habitant est 7 fois plus faible qu'aux États-Unis, 5 fois plus faible qu'en Europe, et il se classe au 80e rang mondial. Un mot aussi de la tournée de François Hollande en Afrique. Il est arrivé hier soir au Bénin. Rencontre ce jeudi avec son homologue Thomas Boni Yayi. Le président français se rendra également au Cameroun et en Angola. Il entend relancer les échanges avec des pays en forte croissance. Une vingtaine de patrons notamment l'accompagnent, dont ceux de Lafarge ou Total. Et puis IDEF, le salon professionnel du jeu vidéo, se tient jusqu'à aujourd'hui à Bordeaux. Tout va bien pour ce secteur en France. 3% de croissance en 2014, 8% attendus cette année. Un dynamisme qui profite à l'emploi, éditeurs, studios, distribution. On écoute le délégué général du syndicat des éditeurs de jeux vidéo. On estime que le chiffre d'affaires mondial du jeu vidéo est autour de 50 milliards d'euros. En France, l'année dernière, c'était 2,7 milliards. Donc je parle du chiffre d'affaires de vente de jeux vidéo, de consoles de jeux et d'accessoires pour les consoles. Donc c'est vraiment, aujourd'hui, le jeu vidéo est la deuxième industrie culturelle en France. Derrière le livre, mais devant la musique et le cinéma et la vidéo. Les derniers développements en Grèce. On le sait, hier, Alexis Tsipras a confirmé la tenue du référendum dimanche. Un premier sondage donné ce jeudi le oui, vainqueur à 47% contre 43% pour le non. Oui donc aux propositions des créanciers d'Athènes, ce qui serait un désaveu pour le Premier ministre grec qui a appelé à nouveau à voter non. Mais les tendances sont fragiles, beaucoup d'indécis. Yanis Varoufakis, le ministre des Finances, a évoqué une démission du gouvernement si le oui finit par l'emporter. On va l'écouter, ainsi que la patronne du FMI, Christine Lagarde. Aucune des parties, vous allez le voir, ne semble prête à céder.
Nous sommes prêts à accepter des mesures, même très strictes, tant que le cadre dans lequel elles sont appliquées est soutenable, autant que la croissance. Ainsi, l'économie grecque pourra repartir et l'éventualité d'un Grexit disparaître. Je sais que c'est difficile en ce moment parce que la situation est très compliquée. Mais si nous prenons du recul, on constate qu'il y a eu un soutien massif de la part de la communauté internationale, et particulièrement des partenaires européens. Toute cette aide réunie, ça fait pas loin de 400 milliards de dollars qui ont été investis en Grèce. Voilà, chacun campe sur ses positions. La Grèce espère renégocier à nouveau pour obtenir de meilleures conditions sur sa dette. Mais le bras de fer pourra-t-il tenir encore longtemps? Alors qu'en pensent les Grecs? Parmi la population, les avis, vous allez voir, sont partagés entre espoir, désespoir et parfois aussi agacement. Les gens ont tout perdu et c'est de la faute à 100% de tous les politiciens. Ils sont responsables de la situation dans laquelle nous sommes maintenant. Nous ne voulons pas de cette troisième proposition parce que je pense que le Premier ministre n'est pas signe de confiance. Il dit quelque chose et une heure après, autre chose. Il lui faudra beaucoup de temps pour regagner notre confiance. Et je ne pense pas que les choses vont être simples, quel que soit le résultat du référendum. Les gens vont voter pour ce qu'ils veulent. Peu importe ce qui va se passer, ça va se passer. L'avenir d'un pays et de la zone euro suspendu peut-être à quelques bulletins de vote. En ligne avec nous, Sébastien Vimot, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes économiste à l'OFCE. Alors, on l'a dit, Alexis Tsipras persiste et signe. Il ira au bout de son idée de référendum. Est-ce que c'est un jeu risqué, d'après vous? Certainement, dans le sens où il prend un pari. Il prend le pari que les Grecs ne supportent plus les politiques qui ont été menées jusqu'ici. Alors évidemment, il y a de deux choses l'une, soit le oui l'emporte et il sera probablement contraint de démissionner, soit le non l'emporte et effectivement sa position est renforcée pour une négociation, mais néanmoins rien n'est réglé dans l'immédiat. Ouais. Et alors qu'est-ce qu'on peut justement envisager, surtout pour la zone euro, au lendemain du référendum? Quelles conséquences en cas de oui et ou en cas de non? En cas de oui, je pense que les choses vont se normaliser en tous les cas du point de vue des créanciers, dans le sens où vraisemblablement il y aura un changement politique et le processus de négociation continuera dans un sens plus favorable aux créanciers. Donc je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude de ce point de vue-là. En revanche, si le non l'emporte, évidemment, les choses sont différentes dans le sens où les négociations reprendront très vraisemblablement, indépendamment de ce qui a pu être annoncé, parce que on ne peut pas laisser la Grèce sortir comme cela avec les conséquences que ça pourrait avoir. Néanmoins, effectivement, rien n'est réglé. Ouais. Et d'après vous, Athènes a encore peut-être des soutiens qui pourraient lui permettre d'éviter de se plier à 100% aux conditions actuelles des créanciers? La France peut-être? Alors déjà il y a des soutiens mais de faible poids, par exemple Chypre, mais qui effectivement pèse assez peu. La France effectivement tient un discours différent de l'Allemagne. Néanmoins, on n'a pas vu tellement de conséquences de ces différences dans les négociations, dans le sens où dans le camp des créanciers, c'est clairement l'Allemagne qui jusqu'à présent a emporté la mise. Et donc voilà, on ne voit pas très bien pour le moment quelle est la marge de négociation que les Grecs pourraient tirer d'un éventuel assouplissement de la position française. Merci beaucoup Sébastien Vimot pour ces explications. Je vous remercie. Et on en vient à l'Iran, 2 ans déjà de pourparlers, parfois intenses, 9 ans de sanctions internationales. Et c'est peut-être ces jours-ci que l'histoire est en train de se jouer pour l'Iran, pour le reste du monde. L'heure des grands choix géopolitiques a sonné pour les principales puissances de la planète réunies ces jours-ci à Vienne. Ce qui nous intéresse ici, c'est la possible levée des sanctions économiques contre Téhéran. Les discussions sont en phase critique. On prend d'abord le pouls de la situation et on rejoint à Vienne notre envoyée spéciale Léa Berdugo. Bonjour Léa, quelle est l'ambiance sur place? Est-ce que dans le camp iranien, que ce soit les négociateurs ou même les nombreux journalistes présents, on est confiant qu'un changement majeur se dessine peut-être pour le pays avec la possible levée des sanctions? Pour les Iraniens, la levée des restrictions est le principal enjeu de ces négociations, car depuis 2005, de lourdes sanctions économiques pèsent sur le pays. Alors ici, lorsque l'on aborde le sujet avec des Iraniens, que cela soit des diplomates ou des journalistes, le constat est le même. Cela va être la levée d'une injustice et une victoire pour la société civile. Alors concrètement, les entreprises américaines et européennes commencent à se positionner pour profiter de l'ouverture du marché iranien, car depuis
2005, eh bien, les entreprises européennes et américaines n'avaient pas accès à ce marché-là. Les entreprises iraniennes espèrent donc de nouvelles affaires avec les puissances occidentales. Cela va entraîner des améliorations pour la population iranienne, notamment sur le front du chômage ou encore en termes de démocratie. Alors selon les experts, une levée totale des sanctions pourrait avoir des effets dans les 6 mois. Et donc assez rapidement, merci beaucoup Léa. On l'aura compris, intense activité diplomatique. Téhéran veut une levée des sanctions qui aurait principalement pour impact un très net rebond de la production pétrolière, de quoi relancer totalement cette économie. Explication avec Anthony Lesme. Toute une nation a les yeux rivés sur Vienne et guette l'épilogue de longues négociations. Écrasés par les sanctions, les Iraniens espèrent leur levée au plus tôt. Tout le monde veut que les sanctions soient retirées et tout le monde a l'impression que si l'embargo est levé, les choses iront mieux. Impact immédiat en cas de levée des sanctions, la production pétrolière pourrait rebondir assez vite avec une hausse de quelques 500 000 barils par jour en quelques mois. Autre conséquence, l'arrivée d'investissements étrangers. Compagnies pétrolières, constructeurs automobiles, industries high-tech, autant d'entreprises qui préparent avec envie leur venue sur un marché de plus de 80 millions de consommateurs. Dernière conséquence pour l'Iran, l'arrêt ou du moins la baisse d'une certaine fuite des cerveaux. J'espère que les sanctions seront enlevées. Dans notre compagnie, 80% des experts ont immigré et quitté le pays. Donc si les sanctions sont retirées, les gens seront plus motivés à rester. La fin du blocus, oui, mais pas à n'importe quel prix. Les arguments défendus par les diplomates sont aussi discutés par les habitants de Téhéran. Les questions les plus importantes pour nous sont d'abord la suppression de toutes les sanctions le premier jour de l'accord. Deuxièmement, nous ne permettrons aucune surveillance en dehors des normes. Et troisièmement, nous n'autoriserons aucune surveillance de nos sites militaires. Notre sécurité en dépend. Surveiller les sites nucléaires militaires, c'est une éventualité défendue par la France et la Grande-Bretagne. D'ici quelques jours, Vienne sera le théâtre d'un accord ou d'un échec. Échec qui serait alors très difficile à vivre pour le peuple iranien. Beaucoup d'attentes en tout cas. On interroge à présent Alexandre Kateb. Bonjour. Bonjour. Analyste financier et directeur du cabinet de consulting Compétences Finance. Alors c'est vrai, rien n'est fait, mais tout de même, on se prépare côté iranien à une levée des sanctions. Ça peut tout changer pour cette économie ? Oui, ça ne va pas tout changer tout de suite. Mais effectivement, il y a une attente très forte parce que ça va débloquer un certain nombre de dossiers, notamment sur l'énergie, où on va avoir un retour massif du pétrole iranien sur le marché. Et ça va apporter aussi beaucoup d'oxygène à toute l'industrie, disons, pétrolière iranienne. Et puis, ça va également permettre à un certain nombre de constructeurs dans différents secteurs de revenir sur le marché iranien, notamment dans l'automobile. Un constructeur comme PSA, par exemple, qui était très engagé en Iran, attend la signature de cet accord pour revenir sur ce marché. Et puis, tous les secteurs un petit peu high-tech vont bénéficier de cette levée des sanctions, puisqu'ils étaient ciblés vraiment en première priorité par les sanctions. En tout cas, la levée des sanctions, c'est la perspective forcément de nouveaux marchés pour l'Iran. Alors on pense à la Russie, la Chine déjà. Quels sont-ils ces marchés d'après vous? Est-ce que les États-Unis en font peut-être partie dans certains secteurs? Bien sûr, alors sans trahir de secret, je pourrais dire que les entreprises américaines sont déjà bien positionnées en Iran et ont anticipé en fait la levée de ces sanctions dès qu'un accord intérimaire a été annoncé il y a déjà quelques mois de cela. Et il y a aussi les entreprises européennes, bien sûr, qui sont sur les starting blocks, la Grande-Bretagne notamment, mais aussi d'autres pays. Quant à la Chine ou à la Russie, eh bien ces pays n'ont pas attendu la levée des sanctions pour intensifier leurs relations commerciales et industrielles avec l'Iran, puisque ça fait partie vraiment d'une vision géopolitique à long terme de rééquilibrage en faveur des BRICS et des autres économies qui leur sont liées. Merci beaucoup Alexandre Kateb pour ces explications. On passe tout de suite au Media Watch.
Et l'Allemagne à la une de la revue de presse aujourd'hui. Bonjour Johanna Citruc. Bonjour David. Alors triste nouvelle, un ouvrier a été tué par un robot. Oui, effectivement, le drame s'est déroulé mercredi dans une usine de Volkswagen. Un jeune intérimaire de 22 ans tentait d'installer un robot sur une chaîne de montage lorsqu'il a été tué. D'après les premières informations, le robot l'aurait frappé à la poitrine et poussé, voire même écrasé contre une plaque de métal. L'homme aurait été réanimé dans l'usine avant de succomber à ses blessures un petit peu plus tard à l'hôpital. Selon le constructeur automobile, c'est une erreur humaine et non pas un dysfonctionnement du robot qui serait à l'origine de l'accident. Une enquête a tout de même été ouverte pour éclaircir les circonstances de ce drame. En tout cas, un accident irréparable. Autre info, Johanna, on sait qu'une femme apparaîtra bientôt sur les billets de 10 $. Alors un pas vers la parité sans doute. Pourtant, les États-Unis sont loin d'être quand même les premiers sur ce domaine. Alors oui, c'est pourtant la première fois donc depuis plus d'un siècle qu'une femme figurera sur un billet américain de 10 $. On devrait donc connaître son identité d'ici la fin de l'année pour une mise en circulation d'ici 2020. Mais comme nous l'explique le site internet du Huffington Post, les États-Unis ne sont pas les premiers à utiliser le visage d'une femme pour leur monnaie. Ils sont même parmi les derniers. Il y a par exemple le Canada, le Japon ou encore la Suisse. Certains pays ont même plusieurs billets avec des portraits féminins. C'est notamment le cas de la Nouvelle-Zélande, de la Suède et d'Israël. Et le grand gagnant, c'est le Royaume-Uni, puisque la reine Elisabeth II apparaît sur tous les billets de la monnaie britannique. Ça c'est sûr. Merci Johanna, très bientôt. Voilà, fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie Le Mag revient très vite sur i24 News et la suite de vos programmes et de l'info, c'est dans un instant. Restez avec nous.